Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux, dont la première partie sera consacrée au dossier de la réhabilitation des forces armées d'Haïti hier, lors d'une cérémonie au Cap-Haïtien, dans le cadre de la célébration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières. À la deuxième partie de l'émission, nous allons faire le point sur la coopération entre le Canada et Haïti avec l'ambassadeur canadien à Port-au-Prince, M. André Frenette. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Depuis ça ouvre ses outils. Puis bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Puis bon service, puis bon accueil pour tout le monde qui a construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer au soir mettre caille. Éco de pour gain tout sans besoin, construire bien j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Petit rangé, beau construction, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille fait. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Comme je vous dis, la première partie est consacrée à la décision prise par le président de la République de réhabiliter les forces armées d'Haïti hier à l'occasion de la célébration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières qui a conduit à l'indépendance nationale. Dans un discours prononcé au Cap-Haïtien en présence notamment du nouveau commandant-chef par intérim de l'armée, le lieutenant-général Jodel Lesage, le président Jovenel Moïse a mis l'accent sur l'importance de cette décision. Le président de la République a annoncé la présentation prochaine d'un projet de loi qui devra régir le fonctionnement de cette nouvelle institution. Le président Moïse a clairement demandé à l'armée de ne pas s'immiscer dans les affaires politiques. Le chef de l'État a aussi insisté sur la nécessité d'une cohabitation harmonieuse entre l'armée et la police. Un extrait du discours prononcé hier par le président de la République Jovenel Moïse, qui sera suivi de la réaction de l'historien Georges Michel et de l'ancien colonel Himmler Rebu. Le chef de l'État, Jovenel Moïse. Frère Aksem, dans le moment solennel, ça, côté nation a célébré 214 ans après bataille Vertières qui menait l'indépendance pays. Moi, prends décision pour mettre en place force l'armée pays. Jean-Maman loi pays à Mandel. C'est une force de défense qui pourra servir le peuple, qui pourra l'accompagner tous les efforts qu'a fait pour Haïti reprendre place dans un grand pays sur la terre. Décision ça prend Jean-Maman loi pays dans l'article 263 jusqu'à 267.3 mandé pour faire ça et qui dit qui Jean pour l'armée à monter, qui Jean pour fonctionner. M'a pas annoncé que Jean Constitution exige dans la réunion Conseil ministre après consultation avec le Parlement, avec le pouvoir judiciaire, représentant le secteur privé, représentant l'église, vaudouisants, syndicats et latriers, gouvernement proposé un arrêté que moi signé qui nomme chef état-major intérimaire lieutenant général Jodel Lesage que m'a demandé pour le camper pour le peuple à Ouel. Commandant, continue passer devant. Colonel de son état, ancien colonel de l'armée d'Haïti, Jodian, c'est nouveau lieutenant général par intérim
en attendant que le Parlement le ratifie pour la rétablir l'armée d'Haïti comme ça doit. Merci, Général. Constitution dit force militaire doit travailler pour accompagner l'État dans le développement. C'est mission ça, gouvernement, by chef état-major qui nommé pour monter force là. État-major ça vient pour le mettre en place 3 unités, ça y aurait le corps dans la langue française. Il y a un corps génie qui peut aller de faire études à construire route dans tout raccoin, qui peut aller de nettoyer rivière, planter pieds bois, mais tout qui peut être capable de secourir la population les catastrophes naturelles. Il y a un corps médical qui est là pour camper John derrière le ministère de la Santé. Les gros problèmes tant qu'épidémie qui compte frapper le pays, tant qu'épidémie choléra. L'armée a là, les épidémies qui frappent le pays pour l'armée camper derrière le ministère de la Défense. Il y a encore aviation qui a entraîné militaires dans la réparation et piloter avions et hélicoptères pour surveiller les frontières terrestres et frontières maritimes. Frem et Sem. Nous connaissons des compatriotes qui sont d'accord qu'il faut nous respecter la Constitution pour nous remonter la mer. Nous connaissons que les compatriotes comprennent très bien que la nation sortit dans les entrailles de l'armée. L'armée qui a créé le pays. Mais il n'y a pas de gens anciens l'armée qui agit. Qui donc, citoyens, ça a peur pour l'armée à pas comporter le même genre avec anciens forces armées d'Haïti. Comme président, moi-même tout, moi sensible en pile avec sentiment ça. C'est ça que fait le gouvernement a voyé dans le Parlement projet de loi qui a détaillé doctrine à toute règle qui pourra permettre l'armée à fonctionner genre constitution pays à Mandela. Nous pourrons insister que l'armée pas dans la politique. Nous pourrons insister que l'armée pas faire politique. Frère Axel, messieurs, dames qui devant mieux, qui pourront venir officier et soldats. Constitution dit qui gens pour l'armée fonctionne. Il dit qui rôle l'armée doit jouer. L'administration qui m'a dirigé voulait pour nous comprendre que nous pas là pour nous entrer dans ce qui passe. L'administration m'a dirigé voulait pour nous comprendre que nous pas la police. Dans l'armée tout neuf là, c'est ça qui fait nous pas unique mobiliser l'armée. Nous pas unique mobiliser l'armée qui était là déjà. C'est ça qui fait nous monter l'autre l'armée. L'armée c'est une force, la police sont l'autre force. C'est deux forces que la Constitution en bail pour pays à gagner. Chaque force ça, il y a un commandement pas. Chaque force il y a un système qui a commandé. Ça y aurait les hiérarchies dans la langue française. Nous ne pouvons pas attendre qu'il n'y ait aucun chirépite entre policiers et soldats. Nous ne pouvons pas attendre qu'il n'y ait aucun mauvais comportement côté policiers et soldats à faire habit sous peuple là. Parce que nous disons c'est chef. C'est pas ça la Constitution a demandé. Alors, comme annoncé, donc, l'historien Georges Michel est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va commenter la question de l'armée avec notamment cette décision prise hier par le président de la République de réhabiliter les forces armées d'Haïti. Georges Michel, bonsoir. Bonsoir, Rothschild. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, Georges Michel, comment vous accueillez cette décision prise par le chef de l'État? Je l'accueille avec satisfaction parce que ceci aurait dû être fait depuis longtemps. On s'attendait à ça depuis le temps du président Martelly, mais le président Martelly a laissé traîner le dossier jusqu'à la fin de son mandat sans rien faire. Comme disait un analyste politique haïtien, ce qui a eu lieu hier au Cap haïtien est un saut qualitatif important.
il fallait rétablir l'armée parce que nous avons besoin d'une armée. On ne sentait pas l'absence de l'armée parce que nous avions une armée d'importation, la MINUSTAH, qui remplissait le rôle de l'armée nationale. Mais maintenant que cette MINUSTAH est partie, il faut une entité nationale de la même nature pour prendre la relève de la composante militaire de la MINUSTAH. C'est pas moi qui dis ça, c'est le défunt représentant du secrétaire général en Haïti, M. Edi Anabi, qui disait ça dans son discours inaugural, que la MINUSTAH ne pourra partir que quand des entités nationales seront prêtes à assurer la relève de cette MINUSTAH dans toutes ses missions, y compris bien entendu la mission militaire. Donc ceci aurait dû être fait depuis longtemps. Finalement, le président Jovenel Moïse l'a fait et je salue son courage, sa lucidité politique, ainsi que celle du Premier ministre Khalidi Lafontaine et du ministre de la Défense Hervé Delis. Alors on a vu dans son discours... Qui ont rétabli l'institution. Alors, Jean-Michel, on a vu dans son discours, le président de la République annoncer bientôt qu'il va envoyer notamment au niveau du Parlement haïtien un projet de loi portant sur la réorganisation, si vous voulez, le fonctionnement de cette nouvelle institution. Bon, très bien. Le président Salomon avait fait voter la loi du 6 octobre 1880 qui réorganisait l'armée. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue. On a besoin du document dans le Parlement. Donc, le président Moïse fera ce qu'il y aura lieu de faire. Mais l'institution est debout, elle est réhabilitée et ceci met fin à 23 ans d'humiliation clintonienne. C'est un soufflet que le président Moïse a administré à tous les étrangers interventionnistes et impérialistes, quels qu'ils soient. Alors, on voit que le président de la République, donc, il a choisi Jodel Lesage, qui est devenu donc général Lesage, le nouveau commandant en chef par intérim de l'armée, qui devra être quand même ratifié, dont le choix doit être ratifié par le Sénat de la République. Et je pense que le colonel, le général Lesage a un nom prédestiné. C'est Jodel Lesage. C'est un sage. Et il a été toujours un sage dans l'institution militaire. Comme je disais à une amie anglophone, believe it or not, son nom se traduit en langue anglaise par le général The Wise One, le sage. Donc c'est un préjugé favorable pour la nouvelle institution, et je crois que c'est un très bon choix. Et le général Lesage a été membre avec moi de la deuxième commission qui a recommandé le rétablissement des forces armées sous le président René Préval. Il y avait Roger Petit Frère, Patrick Kelly, moi-même, Suze Mathieu, Audrey Kerker, Gérard Albius et Jodel Lesage. Alors, selon vous, Georges Michel, comment pourrait-on aboutir à la réorganisation, à la remobilisation de l'armée? Il faut d'abord faire l'inventaire du personnel militaire qui veut reprendre du service. Il faut demander à ces militaires démobilisés depuis 23 ans, voulez-vous reprendre du service actif? Très certainement que cette question a été posée au général Lesage et le général Lesage a répondu par l'affirmative. Mais un officier ne fait pas une armée, donc il faut poser cette question aux autres. Et ensuite, le ministère de la Défense et les autorités politiques verront parmi ceux qui veulent reprendre du service, ceux qui peuvent reprendre du service, ceux qui peuvent reprendre du service physiquement et également ceux qui n'ont pas de dossier, qui ne sont pas des bandits, des violateurs des droits de l'homme, des tortionnaires, etc. Donc, comme ça, vous aurez un personnel d'encadrement et formé par les anciens. Ça vous donnera le temps de rouvrir l'académie militaire pour des classes de cadets et de commencer un recrutement pour les soldats, pour les enrôler. Et quand on avait reproché au chancelier Konrad Adenauer en 1955, quand on remontait l'armée allemande après la Seconde Guerre mondiale, 10 ans après, que le chancelier Adenauer s'était tourné vers des anciens de l'armée allemande, de l'armée de Hitler et de l'armée impériale, il a répondu à ses détracteurs, si je ne fais pas ça, la nouvelle armée allemande n'aura que des généraux de 18 ans. Donc ce serait la pire chose qui pourrait arriver à notre troisième armée que d'avoir des généraux de 18 ans. Donc pour ne pas avoir de généraux de 18 ans, il faut constituer ce personnel d'encadrement, ce noyau d'encadrement qui peut donner encore 10-15 ans de service parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et je suis rassuré de voir que c'est le général Lesage qui a été placé à la tête de l'institution. Et je ne vois pas pourquoi le Sénat refuserait de confirmer. Alors maintenant, il doit constituer son état-major. Bon, il doit continuer à constituer son état-major.
Alors, conformément à son nom. Oui. Alors, Jean-Michel, donc le président de la République a parlé de 3 corps, un corps médical, aviation et puis un corps du génie. Oui, ce sont les 3 corps pour commencer. Il va falloir avoir l'infanterie et éventuellement la marine haïtienne devrait retourner en forces armées. C'est une question de temps. Il va falloir constituer le corps des transmissions. Et il y a beaucoup d'autres corps qui devront être constitués avec le temps. Mais ça ne peut pas se faire en un jour. Beaucoup de temps a été perdu. Depuis la torture, on parle de constitution de l'armée, mais on parle beaucoup, on ne fait rien. Martelly a initié le projet, mais il pesait en même temps sur l'accélérateur et le frein. C'est le président Jovenel Moïse qui vient de donner le nécessaire coup d'accélérateur au projet. Georges Michel, une question qui se pose toujours, la question du financement. Où ça qu'on va trouver du financement pour assurer le fonctionnement de l'institution militaire Dieu du pouvoir. Voilà ce que Abraham avait répondu à son fils Isaac quand il lui avait demandé Papa, ouais. Comme disait le colonel français Jacques Montonex, et que j'ai rencontré en Guadeloupe, dans le cadre d'une mission pour le ministère de la Défense, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Le budget militaire devrait représenter 1% du budget national, comme c'est le cas dans tous les pays de l'OTAN. Et on n'a pas besoin de réinventer là. Ensuite, il y a une étude faite par une ONG il y a quelques années qui établissait que 1/6 du budget de la République d'Haïti était ou bien volé, ou bien gaspillé, ou bien mal dépensé. Donc, dans ce 6e, on pourrait trouver un petit pourcent pour les forces armées. Et on dit que l'armée est budgétivore avec son 1%, mais la police nationale consomme déjà 15% du budget national. Ce sont des chiffres que l'on peut vérifier. Et ensuite, si nos dirigeants voulaient moins, on trouverait de l'argent pour financer l'armée, la santé, l'éducation et bien d'autres choses. Quand vous voulez de l'argent de Petro-Caribé, c'est le développement d'Haïti que vous voulez au peuple haïtien. Comment vous voyez la future cohabitation entre l'armée et la police, 2 corps distincts? Comme la ministère militaire et la PNH. Quand la PNH avait besoin d'un appui militaire pour une opération de type militaire, elle faisait appel à l'armée. La police est responsable de la sécurité des citoyens, des vies et des biens. Et il ne faut pas mélanger les genres. L'armée a sa mission. Les missions de la nouvelle armée seront les missions qui étaient dévolues à la composante militaire de la ministère. Que sont ces missions? D'abord, une mission de dissuasion. C'est la plus importante. C'est cette mission qui va empêcher que le chef de guerre ne quitte la Cité Soleil, ne prenne le palais national et ne se proclame président de la République du jour au lendemain. Ensuite, c'est une mission de protection de l'État et des institutions et de protection de la PNH elle-même. Troisièmement, c'est une mission de donner de l'appui à la PNH pour des missions à niveau militaire. C'est pourquoi la PNH n'est pas entraînée. La PNH est là pour protéger et servir et pour remplir 90% des tâches de sécurité. Mais la PNH ne peut pas agir seule. La PNH doit fonctionner dans un environnement sûr et stable, mais elle ne peut pas créer cet environnement elle-même. Quatrièmement, c'est la protection des frontières. Cinquièmement, c'est la gestion des catastrophes naturelles. Nous avons vu comment les militaires dominicains sont venus aider, ont été mis à la porte. Donc, si nous avions notre armée, ceci ne se serait pas produit. Et la 6e mission est une mission de stabilité générale, de stabilisation générale, qui découle des 5 missions précédentes. Alors, Georges Michel, on a vu au niveau des secteurs de la communauté internationale, donc ils souhaitent renforcer la police nationale, ils ne souhaitent pas coopérer dans le cadre de la remise sur pied des forces armées d'Haïti. Comment, selon vous, Jovenel Moïse, le président de la République, qui a pris une décision souveraine, pourrait aborder cette question avec l'international, qui est quand même incontournable, quoi? Je crois que l'international sera obligé de marcher. Ils ne sont pas obligés de financer. Nous pouvons trouver d'autres sources de financement, de partenariat. Nous pouvons nous autofinancer. Et on peut demander par exemple au président Vladimir Poutine de nous aider. C'est pas impossible. S'ils ne veulent pas nous aider, on cherchera d'autres personnes pour nous aider. On peut demander aux Chinois de la Grande Chine ou aux Chinois taïwanais de nous aider. Ça, ce sont des questions de tendance, comme disait l'esprit François Renégat. En janvier 2012, j'avais été fait une mission pour le ministère de la
Défense aux Nations Unies, un général français très prestigieux du nom de Jean-Luc Friedling m'avait dit ceci. Écoutez, vous, Haïtiens, pour votre armée, faites rouler d'abord votre train seul. Si le train roule dans la bonne direction, alors nous, étrangers, nous allons monter à bord. Mais d'abord, nous vous regardons faire. Je crois que c'est leur approche. Et je pense que, comme l'Union nationale, même si elle refuse de financer une nouvelle armée, c'est son droit qu'elle finance la police. C'est son droit, nous sommes très contents, nous aurons une meilleure police. Mais elle ne pourra pas ignorer l'existence d'une armée nationale qui est l'émanation de la volonté politique d'un État souverain et indépendant, membre des Nations Unies. Nous sommes fatigués de ces donneurs de dictats, de ces étrangers qui s'imaginent qu'ils sont capables de penser pour nous et de décider pour nous. Ils veulent payer, c'est très bien. Ils ne veulent pas payer, c'est très bien. Le général de Gaulle disait que c'est quand vous n'avez rien en main qu'il faut être le plus intransigeant. C'est une leçon du faible contre le fort. C'est une leçon pour le faible contre le fort. Alors pour terminer, Georges Michel, on voit qu'il y a des secteurs qui sont quand même sceptiques sur la question de l'armée, qui se montrent préoccupés, les secteurs de l'opposition qui dénoncent cette décision prise par le président de la République. Comment, selon vous, Jovenel Moïse, le chef de l'État, pourrait-il arriver à convaincre ces secteurs qui sont sceptiques sur la question de l'armée? Il y a des gens qui ne se laisseront jamais convaincre parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ceux-là, on va les laisser tranquilles. Quand le président Aristide détruisait l'armée en 1995, il n'a demandé son avis à personne. Sinon, quand on a mis Bill Clinton et à ses conseillers pouilleux qui étaient trop contents de détruire une armée dans un autre pays. C'est la deuxième fois que les Américains détruisent l'armée nationale. Nous le faisons remarquer. La première fois, ils l'ont fait dans un contexte similaire en 1916. Donc, à ces secteurs, ceux qui sont de bonne foi, leur opposition, leur critique, leur scepticisme, leurs préoccupations sont bienvenues. Ça permettra à la nouvelle armée d'éviter de nouvelles erreurs et de marcher dans la bonne direction. Et le dernier cas, Carlin, on va les laisser tranquilles. Laissez-les tranquilles. Parce qu'il y a 86% de la population qui est en faveur du retour de l'armée. Il y a 14% de sceptiques et d'irréductibles, des gens qui sont de mauvaise foi. Il n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est là où on aura besoin de s'occuper de trop. Les autres, on peut négocier, dialoguer avec eux et montrer que ce n'est pas l'armée de Jovenel Moïse ni celle de Michel Martelly, mais l'armée nationale. L'armée sera nationale ou elle ne sera pas. Il faut bien comprendre ça. Et je dois vous dire aussi que c'est une question de temps pour que cette chose avance. Le président Moïse devait prendre cette décision. Ça a été fait. Et ça fait 20 ans qu'on parle du retour de l'armée, mais qu'on ne fait rien. Moïse a fait quelque chose. Il faut maintenant aller de l'avant au-dessus. Merci beaucoup, Georges Michel, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Alors, comme annoncé, notre deuxième personnalité qui va commenter avec nous la décision prise par le président de la République de reconstituer l'armée, l'ancien colonel Imler Rebu. Monsieur Rebu, bonsoir. Bonsoir, Ochil, et merci pour l'invitation. Alors, Imler Rebu, vous avez écouté quand même le discours prononcé hier par le président de la République, en tout cas, cette décision qu'il a prise pour réhabiliter les forces armées d'Haïti. Votre réaction? Bien, je crois que c'est une décision qui a pris beaucoup de temps à venir, mais finalement, elle a été prise. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui vont devoir de consolidation, acte que le président a posé, parce que nous connaissons, c'est un dossier qui est en pile controverse sur lui. Donc, tout le monde gagne pour une contribution, pour gagner le moins de fautes qui fait, le moins de faux pas possible, de telle sorte que nous créons image de l'armée nationale utile à la nation, utile aux citoyennes et aux citoyens de ce pays. On a vu hier, lorsque le président de la République dit que, bon, voilà, mais nouveau lieutenant général en chef de l'armée, Jodel Lesage, qui commentaire concernant ce militaire, donc qui aura quand même cette grande tâche, cette grande mission de reconstituer l'armée. Bien sûr, son choix doit être approuvé par le Sénat. Ce qu'on doit savoir, une armée est dirigée, est commandée par un commandant en chef, effectivement, mais il est surtout essentiellement entouré d'un état-major. Le profil des membres de l'état-major est extrêmement important parce que la
direction de l'armée, c'est une direction conjointe. C'est une direction conjointe. Et l'état-major, c'est l'espace des études stratégiques d'abord avant d'arriver aux décisions. Donc, nous souhaitons au général Lesage bonne chance, bon travail, et que bon Dieu inspire lui pour l'entourer des meilleurs mondes possibles. Et dans certains cas, prendre consultation côté pour le prendre, que toute décision est capable de rendre pays à service, renforcer l'institution, et de telle sorte que nous sommes capables de finir au bout du temps qu'il faudra remettre une institution noble et qui est capable de faire un bon travail dans le bénéfice des paysans. Colonel Mbrebu, nous, tout hier, et quand même, son décision qui prend pour réhabiliter les forces armées, mais comment nous sommes capables d'aboutir à une remobilisation véritable de cette force, je dis? Ce qu'il faut, il faut consolider chaque pas, qu'il y a de la bonne direction. La technique pour le faire est là. Je crois que la bonne volonté pour le faire aussi, au niveau du président de la République. Des difficultés, il y en aura parce que c'est pas forcément que nous avons tous les moyens au départ. Et je crois que l'international qui est maintenant dans une position de résistance, aux preuves que c'est une institution qui peut aller dans la bonne direction. Et comme c'est une institution névralgique extrêmement importante pour l'État haïtien, la collaboration qui est pour faire au niveau international pour la consolidation, dans la mesure ça rentrer dans une institution aussi sensible que la pays. Et nous pensons que ça fait et on aura la consolidation avec le temps. Alors, pour techniquement, comment nous sommes capables d'aboutir à la remobilisation, est-ce qu'on doit faire appel à des anciens militaires qui ont un âge pour servir l'institution toujours? Bon, ça, ce sont les décisions qui vont être prises par le commandant-chef. Et on peut comprendre derrière, faut-il me obliger d'imposer peut-être un devoir de réserve sur certaines choses qui sont opérationnelles. Et moi, je ne peux pas parler librement de bagages de type opérationnel. Il y a un espace pour ça fait. Et même quoi que la consolidation est nécessaire et la méthodologie pour le faire est connue parce que la doctrine militaire, l'éducation et les gens, et le général qui a été choisi et les officiers qu'il aura pour constituer son état-major, c'est forcément des gens de métier. Et il y a bien sur l'orientation stratégique du président de la République et du ministre de la Défense et très certainement du Premier ministre également, qui a déterminé les lignes stratégiques et eux-mêmes ils ont pris le travail sur la méthodologie opérationnelle. Donc moi je crois que ça pour le faire, ils connaissent le métier, ils connaissent qui pour le faire. Nous voyons que le président de la République, il a beaucoup insisté sur la question à savoir, il faut pas que l'armée se mêle, s'immisce dans les affaires politiques. Et puis, comment future cohabitation entre la police et l'armée? Assez souvent en Haïti, nous pas prendre temps pour analyser le phénomène qui prend jusque dans le fond. Et il y a deux bagages. Par exemple, l'armée autant de qui était dans un ring-rang où il y a des bagages avec la population. Et c'est pas l'armée qui était dans cette situation ça. C'est les gens qui ont mis là. Parce qu'ils ont créé une force d'armée et ils ont bâti une fonction de police en même temps. Comme il y a une institution qui a réglé des problèmes liés à la police, le fonctionnement de l'armée avec la population, c'est seulement pour rendre service. Donc, c'est la même chose. L'entrée de l'armée en politique, c'est structure l'État jeune organisé qui a possibilité. Par exemple, nous connaissons des reprochés en pile l'armée dans le coup d'État tout le temps. Mais les structures du coup d'État, ce n'est pas toujours décision pulsionnelle, monde qui dans l'armée, c'est gens l'État organisé. Et pas je dis à nous entrer dans un processus au niveau national sur le plan politique. Tout le monde connaît le monde qui t'a laissé faire un coup d'État, son bail cap mal passé pour lui dès le départ. Et puis il faut qu'on prenne en compte l'évolution du période de Téguéla, mais qui était impliqué dans les affaires politiques. C'est comme par exemple quand tu prends après la Deuxième Guerre mondiale, le général MacArthur qui a été envoyé par les États-Unis pour rebuild l'Europe, pour reconstruire l'Europe. Mais c'était l'implication des militaires dans une stratégie qui était elle-même politique. Ça veut dire que nous connaissons, après la Deuxième Guerre mondiale, l'armée, c'était le levier de fonctionnement des nations.
Et c'est pas seulement en Haïti, ou bien, par exemple, l'armée américaine qui est rentrée en Europe pour reconstruire l'Europe, qui a des tâches administratives, fonctionnelles et qui est orientée et ont l'État dans tout le domaine. Et nous connaissons après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'omnipotence des militaires, c'est eux-mêmes qui dirigeaient les nations. Donc, moi-même, je crois que le temps a évolué et il y a des faits, par exemple, je dis à Souta, quel que soit le monde à travers le monde, et on dit à faire un coup d'État, de plus en plus, nous connaissons le système démocratique, pas servi avec possibilité pour des militaires d'apparaître. Pour pouvoir regarder ce qui a passé au Zimbabwe et Kenya. On a un coup d'État qui fait à partir d'un faux pas politique. Même on n'a pas même capacité pour faire un coup d'État pire, pour dire qu'ils sont prêts à diriger l'État. Donc c'est un phénomène qui a fait son temps, et c'est un temps qui est épuisé. Et tout le monde connaît si on monte dans le programme pour coup d'État Kenya, ça va durer 10 minutes. Donc, moi, je crois que faut ne pas tellement garder dans le rétroviseur. Oui, faut songer ça qui s'est passé. Faut songer ça qui s'est passé pour connaître, pour éviter, reproduire ça qui s'est passé qui s'est passé mal. Même quoi que tout phénomène, avec le temps, ils ont fait leur temps et ils ont épuisé. Alors pour terminer, Blair Rébu, comment, selon même le président Jovenel Moïse, est capable de convaincre ce secteur qui était allergique à l'institution militaire, qui dit préoccupé avec, mettons, l'armée politique sous pied? Comment est capable de convaincre ce secteur ça? Premier bagage, il pour le faire tout bagage suivant ça la loi prévoit. C'est le premier signal pour le voir, pour le pas aucun acte lui poser et pour le pas quitter. Aucun acte posé en dehors institution, en dehors de ça la loi. Et il y a des bagages maintenant, il y a des cas juridiques maintenant qui vont le mettre sous pied, et il y a des bagages qui a approché et qui a fait, moi je crois qu'il a fait suivant les normes, plutôt nous aller doucement, mais nous aller bien, et nous permettre que toute norme légale est respectée, et nous fait institution fonctionner dans le cadre des règlements de l'armée, et à partir de ce moment, il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut que le commandant-chef l'armée connaît très bien, il a une très grande responsabilité pour le respecter orientation stratégique qui baille au niveau gouvernement, pour être capable de mener l'armée sur le terrain du service, pour nous venir une armée nationale, une armée de service. Merci beaucoup, colonel Himmler Rébu, responsable du GRE, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour commenter donc cette décision prise par le président de la République de réhabiliter les forces armées d'Haïti. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Alors, comme annoncé, l'un des invités à notre émission aujourd'hui, l'ambassadeur du Canada en Haïti, M. André Frenette. Monsieur Frenette, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonjour, merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous êtes en Haïti depuis quelques temps. Comment vous trouvez le pays? Comment ça se passe pour vous? Mais en fait, je suis ici depuis presque 3 mois. J'ai présenté mes lettres de créance au président Jovenel Moïse en début septembre. Alors, je suis ici depuis quelques mois et j'aime beaucoup ça. Je dois vous dire que l'intégration ici, c'est très, très, très facile. S'il y a un mot que je peux utiliser pour décrire le peuple haïtien, c'est chaleur. Il y a une chaleur qui existe chez les Haïtiens que je trouve tout à fait accueillant, tout à fait extraordinaire. Et donc, ça rend la vie ici beaucoup plus facile. C'est votre première visite en Haïti, comme quand vous avez été nommé ambassadeur. Vous n'avez jamais visité le pays avant? Non, j'étais ici en visite l'an dernier. Alors, avant d'être nommé ambassadeur ici en Haïti, j'étais le directeur général responsable pour l'Amérique latine et les Caraïbes à Ottawa, donc dans le ministère des Affaires étrangères. Et donc, ça m'a permis de voyager dans la région, entre autres ici en Haïti l'an passé. Alors, parlez un peu des grands chantiers de coopération entre le Canada et Haïti maintenant, monsieur l'ambassadeur. D'abord, je vous dirais que la coopération existe depuis très longtemps. Alors, le Canada et Haïti, nous sommes des grands amis depuis très longtemps. Il y a 60 ans de relations diplomatiques. C'est une relation qui est profonde, c'est une relation qui est de longue durée. Alors, nous sommes de très bons amis. Si vous marchez les rues de Montréal, vous allez constater très rapidement la présence de Canadiens d'origine haïtienne, des Haïtiens qui sont venus chez nous, des Haïtiens qui contribuent au développement économique, social et culturel de notre pays, donc, et vice-versa, évidemment, ici en Haïti. Alors, c'est une relation qui est très, très, très importante pour je pense, les deux gouvernements.
La coopération, elle existe depuis, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années, mais depuis 2010, si je me réfère à 2010 jusqu'à aujourd'hui, alors le niveau de coopération équivaut à environ 1,3 milliard de dollars, dont environ 250 millions en aide humanitaire et 950 millions en coopération bilatérale. Alors, parlez-nous un peu des grands chantiers, c'est-à-dire sur lesquels vous travaillez. La santé, je sais que vous travaillez dans le domaine de la santé. Alors, il y a quelques grands chantiers et je peux rentrer dans un peu de détails sur chacun. D'abord, c'est important de mentionner que la politique étrangère canadienne, elle est beaucoup basée sur l'équité de genre. Sur les femmes et les filles. Donc, la politique étrangère du Canada, mais aussi la politique de coopération internationale. Alors, ici en Haïti, nous allons privilégier, au point de vue de coopération, les femmes et les filles. Alors, le pouvoir économique des femmes, la participation des femmes dans le secteur politique, au point de vue de la santé et l'éducation, nous allons favoriser des programmes qui viennent en appui aux femmes et aux filles. Nous sommes d'avis, le gouvernement du Canada est d'avis que le développement du pays doit forcément se faire à travers l'équité de genre, mais aussi sur le pouvoir économique des femmes. En plus, nous sommes impliqués dans le secteur de la gouvernance. Ici, on peut constater des enjeux, mettons, au niveau de la corruption. On parle beaucoup de la corruption en Haïti depuis quelques jours. Et donc, ce que le Canada vise, c'est des programmes qui visent le renforcement, si vous voulez, des capacités de les institutions, la primauté du droit et évidemment la saine gestion de les finances publiques. Nous sommes impliqués également dans la question de la sécurité. Une des pierres angulaires, si vous voulez, de la coopération canadienne, c'est le renforcement et la professionnalisation de la PNH. C'est très, très important pour nous et nous avons décidé de continuer cet appui-là pour au moins un autre 18 mois à la hauteur de 2,25 millions de dollars qui amène la contribution canadienne aux environs de 22-23 millions juste depuis quelques années. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est au niveau de la santé. Le Canada est un des grands bailleurs de fonds dans le secteur de la santé ici. Nous allons continuer à le faire. Ce que j'ai dit publiquement depuis que je suis ici, c'est que nous souhaitons voir une plus grande prise en charge de la part du gouvernement haïtien dans le secteur de la santé. Les crédits budgétaires, normalement, devraient atteindre les 15%. D'après la politique ici, la politique nationale en santé, et présentement, elle est à 4,3%, si vous regardez les crédits budgétaires pour le budget national 2017-2018. Alors, nous sommes très préoccupés par cette question-là, mais l'engagement du Canada dans le secteur de la santé va continuer. Alors, concernant la santé, il y a toujours le problème de l'hôpital des Gonaïves. Est-ce que la situation est normale maintenant? Parce que je sais que le Canada a investi beaucoup d'argent dans la construction de cet hôpital à problème, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je pense que si on regarde le concept du partenariat, le partenariat souvent a deux parties et les deux parties ont leur rôle et responsabilités, ont leur imputabilité, si vous voulez. Pour ce qui est de l'hôpital des Gonaïves, le Canada s'est engagé à bâtir un hôpital de première classe de 30 millions de dollars et nous avons livré l'hôpital et nous avons livré un hôpital qui est très, très bien équipé. Nous avons également offert un appui technique, si vous voulez. Alors, le Canada a livré d'après ses engagements avec l'État haïtien. Maintenant, c'est à l'État haïtien d'assurer une bonne administration de cet hôpital. Nous sommes très, très fiers. Les Canadiens sont très, très fiers de l'hôpital des Gonaïves et la contribution que nous avons faite dans l'Artibonite dans le secteur de la santé. Alors vous dites, Monsieur l'ambassadeur André Frenette, que vous allez continuer à supporter la police nationale, mais le président de la République, Jovenel Moïse, a annoncé la réhabilitation des forces armées d'Haïti. Est-ce que le Canada compte-t-il appuyer, coopérer avec la nouvelle armée haïtienne? Alors, si on fait une analyse de la situation dans le pays et les endroits où le Canada a une valeur ajoutée, si vous voulez, et surtout dans le domaine de la sécurité, pour nous, c'est très important de continuer l'appui
à la PNH. Je l'ai mentionné plus tôt, cet appui-là, on va prolonger, si vous voulez, au point de vue de notre appui budgétaire pour un autre 18 mois au moins. Donc, pour nous, la situation sécuritaire dans le pays est très importante et donc, c'est important de continuer à appuyer la professionnalisation de la PNH et accompagner la PNH dans son développement et l'académie également. Mais pour l'armée, vous ne comptez pas coopérer avec le président Jovenel Moïse dans le cadre de la construction de cette nouvelle armée? Non. Le plan du Canada, le plan de coopération, si vous voulez, du Canada ici en Haïti prévoit un appui continu du PNH. Nous souhaitons voir une plus grande professionnalisation, si vous voulez, et les capacités de la PNH, et c'est là vraiment où le Canada va mettre son appui. Donc la police, oui, mais l'armée, non? Non, c'est la police, c'est la PNH. Alors vous dites que vous allez renforcer notamment l'appui budgétaire au renforcement de la police nationale? Le Canada a beaucoup investi, va continuer à investir dans le développement des cadres, si vous voulez, du PNH et aussi en appui au programme technique, au programme de formation de l'Académie. Alors pour nous, c'est très, très important de voir une police nationale qui est bien capable d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Nous sommes très fiers d'ailleurs du progrès de la police nationale depuis les 10 dernières années. On constate des progrès assez considérables et c'est pour ça qu'on doit justement continuer à miser sur ce secteur-là, continuer à appuyer la PNH pour qu'elle puisse justement offrir les services aux citoyens ici. Alors, est-ce que le Canada est-il présent au sein de la MINUJUST, la nouvelle mission des Nations Unies en Haïti? Oui, effectivement, nous le sommes présentement. Je vous dirais d'abord que le mandat de la MINUJUST, c'en est un qui est très important pour le Canada. Comme vous savez, la MINUJUST va traiter des questions d'état de droit, des questions des droits de la personne et de la justice, sécurité. Alors pour nous, c'est un secteur très important. Présentement, nous avons 38 officiers qui font partie de la MINUJUST, en plus de 5 Canadiens qui sont dans le domaine des services correctionnels. Alors, on est au-dessus d'une quarantaine de Canadiens qui viennent en appui directement à la MINUJUST. Et donc, comme je vous dis, c'est un secteur très important. Nous sommes très fiers de cette contribution. Donc, les policiers qui font partie de la MINUJUST, oui, ils travaillent avec la police nationale? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et ils le font depuis un certain temps. Et là, évidemment, avec le retrait de la MINUSTA et l'arrivée ici en Haïti de la MINUJUST, nous allons davantage utiliser cette présence canadienne-là pour venir en appui au mandat de la MINUJUST. On sait que le Canada a aussi supporté pendant longtemps l'appui à la justice haïtienne, une justice qui a pas mal de problèmes aujourd'hui, la question de la corruption, les juges qui font pas très bien leur boulot. Quels sont les enseignements que vous avez tirés au niveau du Canada concernant cet appui à la justice haïtienne? Parce que tout le monde savait, des années, on a investi des dizaines de millions de dollars dans cette justice, mais qui continue à poser beaucoup de problèmes pour la population. C'est clair que on parle ici en Haïti de certaines réformes, des réformes qui sont très importantes au développement du pays, et le système judiciaire en est un. Donc, comme je l'ai mentionné, la corruption, on en parle beaucoup ici dans le pays depuis un certain temps. C'est un enjeu important. C'est un enjeu important. La corruption freine, si vous voulez, le progrès du pays, le développement du pays. La corruption peut donner une image négative du pays à l'échelle internationale. Alors, l'engagement du président Jovenel Moïse d'entamer cette guerre-là, si vous voulez, contre la corruption, c'est très louable, et puis nous l'appuyons dans cet effort-là. Forcément, si on parle de la corruption et si on parle d'initiatives visant à combattre la corruption, on doit forcément avoir une conversation sur le système judiciaire et les réformes autour du système judiciaire.
Nous trouvons que c'est important et nous appuyons le gouvernement à cet égard. Pour ce qui est d'un appui direct du Canada, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est très impliqué dans le secteur de la gouvernance, dans le renforcement de capacités, reddition de comptes, état de droit, et renforcement des capacités au niveau de la gestion des finances publiques. C'est un endroit où ce que le Canada est capable de faire des contributions. André Frenette, cette semaine, on a beaucoup parlé du dossier Petro-Caribé. Est-ce que vous, au niveau de la communauté internationale, vous suivez de près ce dossier? Mais c'est difficile de ne pas suivre ce dossier-là ici en Haïti. Ce que je dirais là-dessus, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, le dossier de la corruption, c'en est un qui est très important. Ça a un impact sur le développement du pays et sur l'image du pays à l'étranger. Alors, c'est important pour tous les joueurs impliqués de s'attaquer, si vous voulez, à cette question-là dans le pays. Et pour nous, c'est évidemment un enjeu très important. Est-ce qu'on peut dire que la corruption devient de plus en plus une sorte de baromètre en ce qui concerne la coopération? Ça veut dire que les gens, au niveau de la communauté internationale, vous suivez de très près ce qui se passe en matière de corruption, donc ça peut avoir des impacts sur la coopération? Je ne suis pas certain que je dirais que ça a un impact sur la coopération. Ce que je dirais, c'est que ça a un impact sur le pays. Ça a un impact sur le progrès, le développement du pays et de l'image du pays à l'étranger. Alors, c'est une question qui est très importante. C'est sûr que, dernièrement, on en parle beaucoup, justement, dû au rapport de Petro-Caribé, mais aussi parce que le président Jovenel Moïse en a beaucoup parlé durant la campagne, il en parle présentement à titre de président. Alors, et il a tout à fait raison. Alors, pour nous, c'est un enjeu important. Je ne ferai pas de lien entre ça et la coopération internationale. Monsieur l'ambassadeur, vous avez rencontré le président de la République, certainement. Il a abordé la question de la caravane, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est important, je pense, de dire que nous pensons que le président Moïse a choisi le bon secteur. Alors, c'est évident que pour la croissance économique du pays, l'agriculture devient un des moteurs économiques et est effectivement un des moteurs économiques du pays. Alors, la vision du président Moïse de vraiment miser sur ce secteur-là et d'assurer un plus grand investissement dans ce secteur-là, c'est important. La caravane de changement a identifié environ 13 secteurs d'intervention. Le Canada est impliqué dans plusieurs de ces secteurs-là. Et puis, à titre d'exemple, nous avons des programmes qui visent le microcrédit pour les fermiers, assurer un accès au crédit pour justement le développement du secteur et aussi de pouvoir faciliter les exportations, qui est un outil important de la croissance économique. Alors, le secteur est important. La caravane de changement, telle que définie par le président Jovenel Moïse, d'après nous, c'est effectivement le secteur ou un des secteurs les plus importants qui assure la croissance économique du pays. Est-ce que le Canada compte-t-il financer directement la caravane du changement du président Jovenel Moïse? Le Canada appuie des projets dans l'agriculture. Et comme je l'ai mentionné, nous avons des projets au niveau du microcrédit. Nous avons des projets qui ont introduit, si vous voulez, des nouvelles technologies en matière agricole. Nous avons des programmes qui visent la croissance économique, mais surtout, ou le pouvoir économique, pardon, mais surtout pour les femmes et les filles qui sont dans le domaine agricole. Et je pense que le Canada va continuer à le faire. Alors, pour nous, c'est un secteur important, comme je l'ai mentionné, un secteur important pour la croissance économique, et nous sommes investis. Mais pas directement la caravane. La caravane de changement vise le développement agricole. Le Canada est impliqué dans le développement du secteur agricole où il s'en est. Alors, comme je vous l'ai dit, nous trouvons que c'est un secteur très important. Donc, Claire, vous n'allez pas donner directement de l'argent au gouvernement pour financer la caravane? Non. Nous avons des projets, nous travaillons avec des partenaires ici en Haïti. Et c'est le modèle de coopération. Nous travaillons avec plusieurs partenaires qui ont des expertises dans les différents domaines où nous sommes investis, entre autres dans le domaine agricole.
Comment le Canada pourrait-il contribuer avec Haïti, appuyer Haïti dans le cadre de la mise en œuvre d'une véritable politique agricole, André Frenette? Alors, il faut la voir. Alors, il faut voir c'est quoi la politique agricole. Faudrait voir une politique qui établit des objectifs pour le secteur, qui est clair sur les résultats escomptés, qui est clair également sur des mécanismes d'évaluation de résultats. Alors, l'appui au secteur continue. Et puis, s'il y avait une politique nationale qui faisait compte de tous les secteurs, de tous les enjeux que je viens de mentionner, c'est sûr que le Canada aurait grand intérêt à étudier la question. Monsieur l'ambassadeur, on sait qu'Haïti demeure une priorité en matière d'aide canadienne, mais ce que beaucoup de gens souhaitent aujourd'hui, c'est qu'on ait des investissements canadiens en Haïti. Pourquoi ça ne marche pas, selon vous, André Frenette? Alors, je répondrai à deux niveaux. D'abord, il y a le développement économique ici dans le pays. Et le développement économique fait partie des objectifs du Canada. Je l'ai mentionné plus tôt, au niveau du secteur agricole, mais surtout au niveau de les femmes et les filles. Nous avons des projets en microcrédit, l'accès à des microcrédits et développement d'entreprises. Mais pour ce qui est de la question de l'investissement, avant de parler d'investissement, il faut d'abord parler de climat. Il faut d'abord parler d'un environnement qui est créé, qui est propice à l'environnement. Alors, quels sont ces enjeux-là? On peut parler des questions de sécurité, des questions d'infrastructure, des questions d'énergie, des questions de la corruption et tout ça qui font en sorte que le climat devient un peu difficile. Cela dit, je pense que le gouvernement actuel a des projets de loi dans l'agenda législatif. Ils sont des projets pour faciliter, si vous voulez, ou pour régler, si vous voulez, certains enjeux entourant le climat économique. Les cadastres, par exemple. C'est important pour une compagnie qui veut venir s'installer ici en Haïti. Toutes les questions foncières également. Les questions douanières également. Alors, je pense que Haïti, c'est un pays qui pourrait offrir plusieurs opportunités. J'étais au Cap-Haïtien la semaine dernière. J'ai visité le parc industriel Caracol. C'est très intéressant ce qui se passe à Caracol. Ça crée des emplois, ça crée beaucoup d'emplois. C'est un environnement qui est tout à fait extraordinaire au point de vue de l'infrastructure du parc industriel. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais l'activité économique principale à Caracol, c'est le secteur de la manufacture. Donc, il y a là, je pense, du potentiel. Au niveau de l'agriculture, il y a du potentiel. Et au niveau du tourisme également, il y a du potentiel dans le pays. Mais il faut d'abord créer un environnement qui est propice à l'investissement. Et sur cette question-là, il demeure toujours des enjeux ici. Oui, parce qu'effectivement, les investissements canadiens ne sont pas légion en Haïti, alors que quand même, il y a une grande relation entre le Canada et Haïti. Il y a beaucoup de Canadiens qui sont d'origine haïtienne. Donc, selon vous, il faut améliorer l'écosystème pour attirer ces investissements? Bien sûr. Et je pense que plusieurs des observateurs dans le secteur économique disent la même chose. Et plusieurs études ont été faites. Je lisais récemment l'étude qui était faite par la publication Doing Business, donc Doing Business en 2017, et malheureusement, Haïti ne figure pas très, très haut dans la liste. Alors, il y a une reconnaissance, si vous voulez, qu'il y a certains défis, mais il y a également d'excellentes opportunités. Et la proximité à un marché très important, c'est bon. La main-d'œuvre ici, en Haïti, c'est très important. Je l'ai vu à Caracol. Alors, il y a des opportunités ici en Haïti, il y a également des défis. Donc, beaucoup de défis à résoudre, notamment sur la question de la mise en place de ce système qui peut permettre d'attirer les investissements. Oui, tout à fait. Oui. Alors, autre question, Monsieur l'ambassadeur, il y a le dossier du tourisme. Vous avez été au Cap-Haïtien, il y a quand même des opportunités dans ce secteur. Je sais quand même, il y a quand même quelques Canadiens qui visitent Haïti, mais comment attirer davantage de touristes canadiens? Alors, ça revient à la question précédente. C'est un peu, en fait, c'est relié. Vous savez que Air Transat a des vols ici, Air Canada a des vols ici également.
partout ce que je suis allé ici jusqu'à date, j'ai rencontré des Canadiens. Et puis, c'est pas juste une question de les plages, quoique je dois dire qu'ici en Haïti, il y a de très belles plages. J'ai eu l'occasion, à un moment donné, de me rendre au Decameron. Il y a plusieurs Canadiens qui se rendent au Decameron et s'amusent. Ils s'amusent beaucoup. J'étais à Labadie la semaine dernière, où j'ai visité les infrastructures autour de Labadie. Alors, pour ce qui est de vacances, si vous voulez, pour ce qui est des opportunités de venir s'amuser et de venir de se reposer ici en Haïti, il y en a plusieurs. La culture ici, elle est tellement riche. La culture, elle est tellement riche. Pas seulement ici à Port-au-Prince, mais partout dans le pays. C'est un pays au point de vue culturel et au point de vue culinaire aussi, si je pourrais dire. C'est un pays à découvrir. Alors, mais bon, évidemment, il y a certains enjeux. Mais je vais vous dire, jusqu'à date, depuis que je suis ici, j'ai rencontré plein de Canadiens, plein de Québécois qui sont ici, qui viennent en vacances ici. Alors, de toute évidence, les enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure n'empêchent pas trop de Canadiens de venir rendre visite ici en Haïti. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, notamment la question du TPS aux États-Unis, qui avaient laissé les États-Unis pour se rendre au Canada. Donc, est-ce qu'on a une idée du statut de ces Haïtiens qui avaient laissé les États-Unis pour le Canada? Est-ce qu'on a une idée, Monsieur l'ambassadeur? Alors, évidemment, je ne peux pas me prononcer sur la question du TPS, mais je peux certainement parler de la situation à la frontière depuis quelques mois. D'abord, je vous dirais que sur la question de l'immigration au Canada, notre pays a été bâti sur l'immigration. L'économie canadienne, la société canadienne, la culture canadienne a été bâtie sur l'immigration. Et nous en sommes très fiers. Ça fait partie de notre identité. L'accueil de gens qui viennent de partout de la planète, qui choisissent le Canada comme leur pays, pour nous, c'est une énorme source de fierté. Mais si on a pu se développer comme pays sur l'immigration, c'est parce que nous avons des systèmes en place, des systèmes importants en place pour justement gérer la question, s'assurer d'une bonne immigration, mais aussi de s'assurer de la sécurité des Canadiens. Le message que j'aurais pour vous et pour les Haïtiens, c'est d'abord de bien s'informer. On ne peut pas simplement se présenter à la frontière et penser que c'est une entrée automatique. Et surtout, on ne peut pas se présenter au pays et essayer de traverser le pays illégalement. Si on ne traverse pas le pays au point désigné, on le fait de façon illégale. Le Canada prend ça bien au sérieux. Alors, il y a plein de critères qui ont été développés pour assurer un bon système d'immigration, un bon système de réfugiés au Canada. Et pour nous, pour le gouvernement, c'est quelque chose de très important. Je sais qu'il y a des rumeurs sur les médias sociaux qui existent depuis plusieurs mois qui disent aux Haïtiens que, bon, si vous êtes aux États-Unis et la question de la TPS vous affecte, vous pouvez facilement passer au Canada. Il n'y a aucun programme au Canada qui permet ça. Il n'y en a pas. Alors, il faut bien s'informer sur le système d'immigration au Canada et il faut le respecter. Donc, en clair, ça n'a pas marché pour ces Haïtiens, on peut le dire? Non, mais je ne le sais pas parce que, évidemment, on a un système de réfugiés au Canada et encore là, il y a des critères qui sont appliqués. Les applications sont faites, les applications sont reçues, ils sont évalués, ensuite des décisions sont prises. Alors, je ne dis pas que les Haïtiens qui sont arrivés à la frontière, ils ont été automatiquement refusés. Je dirais également que les enjeux que nous avons vécus à la frontière depuis quelques mois, c'est pas juste des Haïtiens, là. Je sais qu'on parle beaucoup de cette question-là, mais nous avons eu plusieurs gens de l'Amérique centrale, par exemple, qui se sont présentés également. Alors, non, c'est pas un refus automatique, pas du tout. Okay, mais il y a un processus en place. Et si les gens se présentent à la frontière et ils essaient de traverser la frontière de façon illégale, ils seront arrêtés. C'est la loi canadienne. Alors, en matière d'immigration, je vois que le ministre canadien de l'immigration, M. Ahmed, il a annoncé que le Canada souhaite accueillir 320 000 personnes en 2020. Oui, voilà. Alors, encore là, c'est qui nous sommes. Le Canada, c'est un pays accueillant. C'est un pays qui réalise que pour qu'on puisse réussir
sur la scène internationale au point de vue économique. Si on peut réussir au point de vue, si on peut être plus compétitif, si vous voulez, au point de vue de notre économie, on doit attirer les gens de l'étranger. On doit avoir des politiques d'immigration qui sont favorables justement à l'accueil de plusieurs personnes. Alors le 300 000, c'est pas surprenant, c'est qui nous sommes. C'est notre pays a été bâti justement sur l'immigration. Alors voilà. Donc ça pourrait concerner aussi les Haïtiens qui souhaitent émigrer au Canada. Les règlements s'appliquent à tous. Ouais. Les règlements s'appliquent à tous, oui. Alors pour terminer, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez un message pour la population haïtienne? Vous êtes ici depuis 3 mois, André Frenette. Le message est simple. Le Canada et Haïti, nous sommes de grands amis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette amitié date de longue date. La langue française, c'est quelque chose que nous avons en commun. Notre membership dans la grande famille de la francophonie, c'est pour nous très important. La présence au-delà de 150 000 Canadiens d'origine haïtienne au Canada, dont la majorité est à Montréal, c'est très important pour nous. Je l'ai dit tout à l'heure, ça contribue à qui nous sommes comme Canadiens, comme pays. Ça contribue à notre développement économique, social et culturel. Alors, le message que j'ai pour les Haïtiens, c'est que le Canada est là avec vous. Le Canada demeure à vos côtés et souhaite continuer à accompagner ce pays dans son développement. Vous parlez un petit peu créole maintenant, pas encore? Non, tout petit. Merci beaucoup, André Frenette, ambassadeur du Canada, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci en pile. Merci. C'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Donc la première partie a été consacrée, je rappelle, à la question de l'armée. Cette décision prise par le président de la République de réhabiliter les forces armées d'Haïti. On a eu les commentaires de l'historien Georges Michel et de l'ancien colonel Himmler Rébu. Et puis en deuxième partie, on a parlé de la coopération entre le Canada et Haïti avec l'ambassadeur canadien André Frenette. C'est la fin de cette émission. La reprise est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaïti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.